C'est juste d'avoir un équilibre parfait entre tes piliers importants de ta vie. Pour les citer, il y en a 5, et ça doit toujours être équilibré. Il y a les amis, il y a donc ta vie sociale et amicale, ta famille, bien sûr, c'est la base, tu as ton travail, tu as la santé, et la santé, c'est bien manger, etc. Mais c'est aussi le sport et tout ce qui touche en fait à le sommeil, etc. Et l'amour en dernier, parce que c'est aussi la raison de vivre. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Ok, bon, bah écoute, Olivier Hamel, session 1. C'était le meilleur club qu'on ait eu. Bonjour Olivier. Salut à Merci, toi, merci merci pour d'avoir, l'invitation. merci de l'avoir accepté. Nous sommes très contents de te recevoir sur le podcast. Tout d'abord, peux-tu nous dire, te présenter brièvement à notre audience pour planter un peu le décor, Yes, petite ou grande présentation? comme tu veux. Ok. Bah, du coup, non, bah, pour me présenter, donc moi je m'appelle Olivier Ramel, donc je suis originaire du 92 à Saint-Cloud, donc région parisienne. Je viens d'avoir 30 ans cette année, au mois de mai maintenant, donc ça date un peu. Bon, j'ai pas encore assumé que j'ai passé les 30 ans. Euh, je suis le fondateur et CEO de Kimono, qui est une boîte que j'ai montée il y a 4 ans et demi. Enfin, c'est ma cinquième, sixième boîte que j'ai montée, donc ça va faire à peu près 10, ouais, 10, 12 ans que je crée des projets, des boîtes, et je me sens encore qu'au début, et je sais que ça va m'entraîner toute ma vie, ou en tout cas me donner envie de faire autant de projets au fil du temps. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé un projet qui me plaît et qui m'anime vraiment. Alors ça se voit pas comme ça, mais je suis grand basketteur. Je suis petit et mince, mais je suis grand basketteur depuis toujours. Depuis récemment, j'ai une nouvelle passion, c'est le paddle. Je ne sais pas si tu as essayé déjà ce jeu. C'est un sport de raquette dans une cage avec un filet. Donc, c'est un mix de squash et de tennis, quoi. Ok. Et voilà, écoute, pour faire une petite intro. C'est déjà large parce que tu dis que tu as 30 ans et que tu t'assumes pas trop. Euh, Par contre, tu es Forbes 30 Pour la under blague. 30. Euh, je sais pas comment toi tu le prononces. Moi, j'ai cette tendance à lire l'anglais, mais que les lettres, pas les nombres. Ok, Com- vas-y. Comment c'est quoi le jour où t'as su que tu faisais partie de cette liste, on va dire quand même prestigieuse, parce que elle met les lumières sur les talents qui vont, entre guillemets, être les prochains leaders. Comment tu l'as vécu cette nomination et comment ça t'a boosté, si ça t'a boosté, si t'as eu un sentiment de validation? Bah écoute, comment tu le sais, en fait, c'est un concours, enfin un concours, il y a un jury qui liste des profils. Enfin, tu sais jamais que tu es dedans. Apparemment, aujourd'hui, tu peux candidater. Enfin, moi, c'était en 2019, je n'ai pas le souvenir, ou en tout cas, je ne l'avais pas vu. Et après, ils ont une liste de profils d'entrepreneurs français, enfin pas que des entrepreneurs d'ailleurs, de profils de moins de 30 ans qui font des choses, que ce soit à travers le sport, l'art ou l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est vrai que en fait, tu reçois un jour un mail qui te dit bonjour, vous avez été sélectionné et choisi, et il nous faudrait une photo et une description, et tu fais trop cool, génial, super nouvelle. Et ensuite, tu attends 2, 3 mois avant que l'apparition soit officielle. Et quand elle l'est, tu le vois dans le magazine, surtout que moi, dans le magazine papier, je suis collé à Mbappé. Ah, quand même. Il y a 2 salles, 2 ambiances, mais c'est marrant, surtout pour les parents. Non, blague à part, écoute, c'est toujours une reconnaissance, t'es toujours flatté et te dire que c'est génial et que ce que tu fais a de l'impact. Maintenant, tu te dis,
tu te dis jamais, enfin, tu te dis, est-ce que vraiment tu le vaux, tu vois? Est-ce que tu vaux être dans ces 30? Il y en a pas, il y en a plein d'autres, en fait, qui sont tout aussi incroyables. On n'est pas que 30, en fait, on est des milliers. Mais du coup, écoute, ça te booste, forcément, ça te fait un bon coup de pub pour ton business et pour ton personal branding. Ça, c'est clair. C'est clairement en termes de marque, c'est assez puissant. Mais c'est tout, quoi. Globalement, la vie, elle reprend aussi simplement et ça t'apporte une certaine légitimité, mais sans plus. Et en tout cas, c'était un honneur. J'étais très content. Il y a eu un beau dîner, une belle remise des prix et next, quoi, tu vois. Ouais, tu passes à d'autres choses. Tu parles justement de tes parents qui étaient flattés. Parce que je pense qu'en sortie d'école, tu te lances très très vite après à monter des boîtes. Comment eux, ils ont vécu un peu cette période et c'était comment l'ambiance? Parce que souvent on sait qu'ils sont un peu frileux, ils veulent pas que tu prennes trop de risques, faut aller travailler un peu, gagner un peu de sous, etc. Comment tu as vécu un peu cette période-là? Ouais, c'est une bonne question. On va dire que c'était quand même des sujets, pas de tension, mais de négociation. Donc, en fait, tu travailles déjà tes forces de vente avec tes parents. Mais non, en fait, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que ils m'ont toujours fait confiance, ou en tout cas me laissé faire mes expériences, en me donnant des conseils, mais jamais en m'interdisant d'eux. Donc, tu vois, moi, ils auraient voulu que je fasse une prépa à école d'ingénieur et que je me suis retrouvé à faire une école de commerce parce que j'avais pas du tout envie, j'avais pas du tout la fibre. Euh, et quand j'ai commencé à monter des projets, ils ont toujours ce côté de ne prends pas trop de risques, back-toi là, etc. Et au final, en vrai, tous leurs conseils, ils sont bons et ils sont valables. Sauf que quand tu es jeune, tu n'as pas envie de les entendre parce que tu as plus envie qu'on te dise fonce, tu verras, au pire, tu te casses la figure, t'inquiète, on est là. C'était pas trop le discours, c'était surtout fais gaffe à ci, oh là là, t'es sûr, oh là là, limite, ils sont plus de soucis que toi. Euh, mais moi, mais du coup, ils m'ont laissé cette liberté. Et en voyant que bah, ça devient sérieux, que je prends du plaisir, parce qu'au final, même un parent, il veut que tu sois épanoui dans ce que tu fais. Et en tout cas, moi, je sais ils l'ont toujours compris, ils m'ont toujours accepté là-dessus. Donc, comme ça a marché, ou en tout cas, ils ont adoré et ils ont commencé à prendre du plaisir, bah, plus tu te performes, plus tu apprends, bah, derrière, ils prennent confiance et ça devient des vrais soutiens. Et donc, honnêtement, ça n'a pas été une période facile. Moi, enfin, facile, difficile plutôt, parce ils m'ont laissé faire. Par contre, ils m'ont rien donné, ils m'ont pas dit on sera là, ils m'ont pas bichonné, ils m'ont dit tu te débrouilles et on verra après. Et du coup, je me suis débrouillé et ça a plutôt bien, bien marché au fil des années et des expériences parce que rien ne se fait en un jour. Et comme je te disais, j'ai monté énormément de projets et j'apprends encore quotidiennement. Tu vois, un de mes motos de quotidien, c'est de me dire every day is a productive day et que bah, tu apprends tous les jours, tu es toujours dans la productivité et que rien n'est à prendre pour acquis. Et voilà. Donc, cette phase, honnêtement, n'a pas été problématique pour moi, si ce n'est juste des ondes de zéro risque ou de négativité, alors que toi, tu n'as pas envie de les entendre. Mais limite, moi, je préfère en fait entendre ça parce que ça te booste pour ton projet, parce que tu as envie de prouver le contraire. Ouais, carrément. Et justement, tu dis que toi, à ce moment-là, tu as envie d'entendre ce discours-là, on te dit fonce, vas-y, le monde est à toi, et au pire, tu te casses la figure et tu apprendras tout seul de tes propres expériences. À cette époque-là, c'est pourquoi toi, tu décides toi-même d'y aller? Est-ce que c'est une ébullition avec tes potes, etc. Ou c'est une envie, parce que souvent les gens disent que c'est une envie de liberté, même si en fait, si on n'a pas la liberté d'un manager, la pression d'un manager, on a la pression d'un client, donc au final, tout ça, c'est dans la tête. Pourquoi tu décides à ce moment-là de te lancer pour commencer à monter des boîtes? Euh, En gros, très jeune, au collège et au lycée, j'ai eu une philosophie par rapport à la vie qui était assez importante de me dire que bah, on peut partir du jour au lendemain, que ça tient que sur un fil. Et très rapidement, je me suis dit, bah, il fallait en profiter au maximum. Et en profiter au maximum, c'est faire quelque chose qui te fait plaisir. Donc,
Forcément, tu fais des expériences, des stages, etc., pour apprendre le monde de l'entreprise et comprendre. Et très rapidement, j'ai su ce que je voulais pas, qui m'angoissait, ou en tout cas qui ne me plaisait pas. Et je ne pouvais pas m'imaginer me dire faire un travail et ne pas profiter parce que c'est 5 jours sur 7. Donc, je préfère m'amuser tous les jours et en faisant ça. Et en fait, en terminale, quand je réfléchis à des projets, mais tu vois, c'était même pas sérieux, ni c'est juste pour m'occuper l'esprit, à vrai dire. Euh, je cherchais quelque chose qui m'animait dès le réveil. Tu vois, je voulais un projet qui, en parallèle de ma vie d'étudiant, m'excite, m'attire et créativement m'actionne. Sur ce principe de bah, profite de ta life, c'est pas la routine, trouve un truc qui t'excite, quoi. C'était surtout ça. Et je tombe sur une idée qui est l'idée qui a un peu fait naître Kimono 6 ans, 7 ans plus tard. Mais c'est je crée le suite officiel de mon lycée, un peu comme les universités américaines ou anglaises, le hoodie qui fait référence à l'effigie de ton lycée et avec un gros sentiment d'appartenance. Et je m'occupe de tout seul, démarchage des fournisseurs, négociation avec la direction, communication, vente, logistique, etc. Et ça dure toute mon année et ça marche plutôt bien puisque je vends 700 suites pour 1200 élèves. Donc, c'était une belle opération. Et en fait, j'ai tellement appris, j'ai tellement aimé. Ça m'a valu redoubler ma terminale, du coup. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, à partir de maintenant, c'est évident dans ma vie, je veux créer des projets. Et en fait, le déclic, ça a été ça, parce que j'ai pris du plaisir et je suis là pour créer des projets. Donc, je fais une école de commerce parce que je me dis que je vais apprendre énormément pour monter une boîte, en tout cas être dans un réseau, etc. Mais dès le premier jour dans l'école, je suis déjà dans, OK, qu'est-ce que je peux monter en parallèle? Donc, au début, il y a des projets associatifs, des projets d'école, puis après, des projets un peu plus sérieux au fil des années, etc. Jusqu'à que je lance ma première boîte. Et après, de fil en aiguille, ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, je peux te dire que ça ne s'arrêtera jamais parce que plus tu crées un cercle vertueux autour de toi. Et du coup, après, c'est juste toi de varier ton équilibre d'intensité. Mais voilà un peu comment c'est venu, quoi. Et du coup, je suis ultra épanoui dedans et j'ai pas l'impression de bosser, quoi. Moi, je fais que m'amuser. Donc, le challenge est réussi et j'espère le garder le plus longtemps possible, quoi. Et c'est vrai que enfin, c'est un peu rare aussi, limite, d'avoir ces réalisations-là et de chercher une excitation autre parce que à ce jeune âge-là, souvent, on essaie de l'excitation, on la cherche dans les plaisirs de la vie qu'on essaie de. Et c'est rare d'aller le chercher comme toi, tu l'as fait dans d'autres choses. Tu parlais justement que tu t'es rendu compte que cette chose-là, que la vie, elle était un peu fragile et que fallait s'amuser, fallait toujours être dans quelque chose qui nous fait kiffer, si je peux dire ça comme ça. Et Ouais, on a eu justement cette pandémie-là qui, pour beaucoup de monde, a été un moment de réalisation de ce truc-là, où tu étais un peu, on va pas dire en avance, mais tu as réalisé peut-être un peu plus tôt. Et est-ce que cette pandémie, cette phase de confinement-là, elle a changé encore, toi, ta manière de voir l'entrepreneuriat et la vie de manière générale? Bah, franchement et sincèrement, non, parce que j'étais déjà très dans ce sujet. Tu vois, tu me dis à jeune âge, on a d'autres plaisirs et autres. J'ai toujours eu un équilibre pour profiter aussi des plaisirs de mon âge à chaque instant et de kiffer. Et ça, c'était juste un moteur en plus. C'est comme si c'était un hobby, tu vois, une passion supplémentaire, mais ça n'a pas m'empêché de faire tout ce que j'ai envie. Et c'est vrai que ce qui m'obsède et ce qui m'a très rapidement obsédé, c'était non pas le concept de bosser tout le temps et de dire ouais, trop cool, je pars pas en week-end, je pars pas en vacances, je fais que bosser sur ma boîte. Se dire j'arrive à avoir mon équilibre de vie parfait, de vivre la vie que je veux, tout en créant un projet qui m'anime et qui m'attire. Et aussi en parallèle, c'est que je suis très ambitieux et que très petit et très jeune, j'ai voulu en fait faire quelque chose de grand et je voulais faire des choses qui marquent les esprits ou créer des choses incroyables. Tu vois, ça c'est un truc qui m'anime. Donc il y avait le côté ambition qui me donnait l'excitation de ce hobby qui devient une entreprise derrière, en tout cas une passion. Mais ma guerre permanente, et c'est des choses que je me dis tout le temps, donc forcément, pendant le confinement, tu te les reposes.
mais ça ne change pas, puisqu'en fait, c'est juste d'avoir un équilibre parfait entre tes piliers importants de ta vie, que moi j'estime, tu vois, pour te les citer, il y en a 5, et ça doit toujours être équilibré. Il y a les amis, il y a donc ta vie sociale et amicale, ta famille, bien sûr, c'est la base, tu as ton travail, tu as la santé, et la santé, c'est bien manger, etc. Mais c'est aussi le sport et tout ce qui touche en fait à le sommeil, etc. Et l'amour en dernier, parce que c'est aussi la raison de vivre. Du coup, quand il y en a un qui est trop, qui impacte les autres, ou ils peuvent se jauger, mais j'essaie toujours de me rappeler à l'ordre et de me dire, OK, là, il y a un déficit là, ou il y a un manque là, et c'est pas grave, c'est qu'une phase, il faut l'accepter, et ça viendra après, mais d'avoir ce jeu d'équipe. Donc le confinement te permet juste de te le rappeler, mais ça m'a rien changé parce que c'est vraiment un travail psychologique que je le fais naturellement depuis franchement une dizaine d'années et que j'arrive au fil des années à vraiment d'en créer une méthode enfin, naturelle et que du coup, ça me préoccupe positivement au quotidien. Et tu parles d'ambition parce que aussi il y a ce désir-là, cette volonté de bien faire les choses et que enfin, évidemment, enfin, on fait pas quelque chose pour se dire ah, ça va planter, c'est pas grave, je vais apprendre. On fait pour que ça réussisse et que ça marche fort. C'est souvent un sujet dont on a du mal à parler. On a un peu peur de dire qu'on est ambitieux. On a un peu peur de dire que bah de mettre des données chiffrées, de l'impact, de voilà. Comment toi tu arrives à matérialiser ton ambition parce que au final aussi, il faut le transmettre à tes équipes, il faut le transmettre un peu à tes proches pour qu'ils comprennent deux, trois choses. Comment tu vis toi ton état d'être un être super ambitieux sans pour autant qu'on te dise que tu es hautain ou que tu prends les personnes de haut quand tu dis que bah, moi j'ai envie que ça marche fort quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est, on va dire, une attitude, un comportement et un état d'esprit. Moi, si tu demandes euh, aux personnes qui me connaissent, qu'est-ce qu'on va dire, quelles sont mes forces ou mon comportement, bah, je suis quelqu'un de très enthousiaste, très positif, très optimiste. Je l'amène souvent avec le sourire et je suis très enthousiaste pour beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand j'amène une idée, un projet où j'ai envie de raconter quelque chose, je vais vraiment en parler avec passion, donc tant dans ma communication verbale que ma communication non verbale. Tu vois, quelqu'un qui est passionné, qui a le bon regard, et en tout cas, tu sens que c'est pas juste pour te vendre ton truc, ni pour se la raconter, etc. Tu sens que c'est sincère, que ça vient du cœur et que c'est un partage d'énergie. C'est encore une question d'énergie, tu vois, entre les gens. Et je pense que moi, l'énergie que je dégage là, à ce niveau-là, bah, reflète mon ambition sans pas du tout paraître hautain parce que c'est ma personnalité. Il y a des personnes, ils le sont malgré eux ou ils le sont volontairement parce que ça leur donne un style. Mais moi, tu vois, ça m'a jamais préoccupé parce que je suis assez transparent et naturel dans mes relations et je suis assez ouvert d'esprit et sociable. Donc, je vais pas jouer un rôle. Je vais tout de suite te dire qui je suis, ce que j'ai envie. Et si j'ai envie de te parler de mon projet ambitieux, je t'en parle avec le cœur. Mais je sais aussi comprendre si je dois en dire juste un petit peu parce que tu n'as pas le temps ou ça ne t'intéresse pas, ou en fait ça t'intéresse vraiment. Donc je sais jauger mon discours et l'adapter comme un caméléon si tu parles à quelqu'un de 60 ans ou quelqu'un au collège de 15 ans ou un mec du corporate ou un mec en startup. Et ça, c'est les expériences de la vie qui t'ouvrent, on va dire, ces différents signaux d'être un caméléon en permanence dans ta vie pro et perso. Et ça, j'avoue, c'est une grande force. Moi, je pense que le basket, notamment, le basket où je me suis inscrit bah, tout petit en CP, m'a fait montrer qu'en fait, il y a d'autres gens qui viennent de milieux différents, en fait, que tu comprends des gens complètement différents. Et du coup, ça te donne, en tout cas, les sports collectifs en général, pour un jeune, je sais que moi, c'est ça qui m'a aidé à être ultra ouvert d'esprit et caméléon avec tout type de personnes. Et voilà, c'est des petites forces. Il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que ça, et il y a la volonté. Mais voilà un peu, on va dire, ce que je peux te dire là-dessus. Et ça n'a jamais été trop un souci à ce niveau-là. Et c'est vrai que entreprendre, c'est des réussites et c'est aussi des échecs. C'est aussi peut-être pour ça que c'est aussi haletant et que ça dégage beaucoup d'adrénaline. Tu dis que tu montes des boîtes depuis maintenant plus de 10 ans. Quand tu commences et quand tu compares, parce que tu dis qu'aussi tu as encore beaucoup de choses
à apprendre. C'était quoi ta vision de l'entrepreneuriat au tout début, mis à part le fait d'être ambitieux, de vouloir faire des choses? Quand tu arrives et que tu mets dans les pieds dans le plat, c'est quoi un premier étonnement? Euh, Premier étonnement, bah, en fait, on va dire que la vision que tu as, elle permet une seule chose, c'est te donner la force d'avancer quotidiennement. Mais pour te dire, toutes les boîtes que j'ai fait, j'étais persuadé que j'allais y rester 10 ans et que ça allait être the boîte. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais jamais eu la force de les lancer et justement d'affronter les échecs et les problématiques du quotidien. Donc, on va dire, tu sais, quand on dit l'espoir fait vivre, bah, on va dire que la vision dirige l'entrepreneur. Et ça, on le sait tous, j'apprends ça à personne. Mais au-delà du projet et d'avoir une vision, moi, je sais que quand tu entreprends, ta vision, elle te permet de te donner ses forces. Et donc, du coup, le premier étonnement, c'est que rien ne se fait en un jour, qu'il faut une capacité de résilience énorme et que tu peux abandonner des milliards de fois et que c'est beaucoup plus facile et que pour y aller, il faut justement que ta vision soit solide et que tu y crois dur comme fer, sans être têtu quand ça marche pas, parce qu'il faut accepter aussi que ça marche pas. Mais le premier étonnement, c'est que, ça, en vrai, c'est plus un étonnement que j'ai de plus en plus aujourd'hui avec l'expérience. Et donc, je vais te donner celui-là et je vais essayer de trouver un de mes premiers. Mais celui que j'ai appris, c'est que la patience est la meilleure des vertus et que tout vient à point qui sait attendre quand tu te donnes les moyens. Et ça, je le vois avec Kimono, je le vois sur plein de sujets, et que en fait, quand tu y crois, tu performes, même en te prenant des claques et même en n'ayant pas les résultats. Si tu fais en sorte d'y arriver, donc tu adaptes, tu comprends, tu résous, tu y arriveras. C'est une évidence, c'est qu'une question de temps. Et aujourd'hui, avec le passif qu'on a sur Kimono, il le prouve par A plus B, même quand tu vis une période Covid. Et du coup, bah, c'est assez réjouissant de te dire qu'en fait, il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas de FOMO à avoir, il n'y a pas de stress. Si tu penses que tu es sur la bonne trame, bah, derrière, ça peut que marcher. Et il faut que tu réussisses à passer toutes tes étapes et la dureté de la vie entrepreneuriale d'un point de vue intensité et énergie. Donc ça, c'est la patience, c'est vraiment maintenant mon maître mot parce qu'en fait, il le faut. Ça ne veut pas dire être lent. Tu peux être très rapide et être patient. C'est juste sur les résultats et ton ambition. Et si je dois revenir sur le premier étonnement, bah, c'est un étonnement positif. C'est que tu as une certaine adrénaline émotionnelle qui est juste incroyable. C'est pour ça que je pense ça. Je ne suis pas du tout dans les neurosciences ni dans la science tout court. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre l'effet de la drogue et l'effet de l'entrepreneuriat en termes d'émotion. Euh, mais je pense que ça doit être lié parce que tu as des hauts, tu as des bas, tu as une dépendance, tu as une envie. Et je pense que le premier étonnement, c'est ah ouais, en fait, c'est puissant. Et en fait, tu comprends que ça peut t'apporter énormément, mais que ça peut te coûter énormément aussi. Et donc, du coup, faut bien jauger et pas partir partout. Donc, je dirais, c'est ça, c'est la première dose de wow. En fait c'est puissant et c'est un truc de dingue. Et soit tu es prêt, et soit tu es fait pour ça, soit tu es prêt pour ça. Sinon, tu t'en rends compte très vite que en fait, c'est pas pour toi du tout, parce que justement, cette intensité devient néfaste, toxique et négative pour toi. C'est vrai, et c'est justement, on est dans un, et c'est bien que tu le dises, parce qu'on est dans un monde, entre guillemets, où aujourd'hui on en parle de plus en plus des entrepreneurs. Et c'est important de dire que c'est pas parce que tu montes pas, c'est pas parce que t'as pas monté ta boîte que tu échoues dans ta vie. Il y en a qui le font bien Bien dans le sûr. salariat et qui atteignent justement certains niveaux de réussite. C'est pas parce que tu as plein de gens autour qui le font que tu es fait pour toi. Et si tu le dis, je vais te prendre au mot. Si c'est pas pour toi, tu vas t'en rendre compte très, très rapidement. Tu vois, on a parlé des échecs et des réussites. Quand tu es confronté à un échec, quand une boîte, bah, tu te rends compte que, ok, tu lui as tout donné et que malheureusement, ça ne marche pas et que va falloir s'arrêter, aller sur autre chose. Comment ça se processe dans ta tête, l'acceptation, trouver un nouveau challenge, se relancer, donner foi, parce que aussi, je pense que émotionnellement aussi, tu dois le vivre aussi pareillement, de creux de la vague et repartir.
faut pas que ce soit, en tout cas moi, toutes les fois où ça m'est arrivé, ça n'a jamais été violent parce que ça n'a jamais été du jour au lendemain. En général, c'est quelque chose qui te nourrit, il y a des premiers symptômes, et donc petit à petit, tu rentres dans un mindset, ou en tout cas des prises de décision où tu te dis, bon, tu vois, moi, il y a un projet, le projet n'est pas mort et ne marchait pas, enfin, il marchait, c'est juste moi qui voulais le quitter parce que ça ne me plaisait plus. Donc j'ai quitté le navire. Donc c'est mon échec à ce moment-là. Mais en fait, moi, je le vois pas du tout comme un échec. J'ai appris énormément et je dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et pour moi, ça a été un des meilleurs enseignements qui a permis que Kimono, je fasse presque zéro erreur dès le début. Et donc, du coup, comme ça te nourrit, tu cultives ça pour prendre ta décision parce que tu ne le prends pas sur un coup de tête, tu n'envoies pas tout valser et c'est pas violent, tu as le temps de réfléchir, de passer par l'étape, tu es triste ou tu es affecté mentalement à ok, de toute façon, mais comme je t'ai dit, moi je suis très optimiste et positif, donc je vais toujours voir le verre à moitié plein. Donc je vais dire ok, bah next, et du coup, bah, tout de suite aller chercher de l'énergie positive sur le prochain projet, faire en sorte que ça se finisse dans la meilleure des manières pour pas avoir de l'impact personnel, humaine, etc. Donc, de réussir à le faire bien et derrière, de te donner l'énergie pour après. C'est pas évident, mais en tout cas, moi, ce que je m'étais dit, c'était que dans tous les cas, autant voir le positif et te dire que la route va être longue parce que j'étais jeune. Peut-être qu'aussi, tu vois, à 40 ans avec des enfants, c'est pas le même genre d'échec. Donc, je pense qu'il y a aussi ce principe de moi, j'étais jeune, j'ai rien à perdre. Donc, au pire, j'ai gagné une expérience de ouf et ça vaut toute l'or du monde. Et au pire du pire, moi, j'arrive toujours à analyser le risque. Je me dis, en fait, du pire, bah, en fait, je vais chercher un job et basta, en fait. Et je sais que je serai assez débrouillard pour en trouver un qui me plaît. Mais du coup, bah, quand tu as analysé ton plan Z et qu'au final, il n'est pas si terrible, enfin, il n'est pas si, voilà, c'est pas la fin du monde, il y a pire dans la vie, bah, du coup, bah, tu te dis, bah, ok, bah, il me reste le plan B, plan C, et c'est pas grave parce que mon plan D va devenir mon plan A, et hop, tu switches en fait. Et il faut cette capacité. Et pour avoir cette capacité, il faut que ça se fasse en transition, qu'il y ait la phase d'acceptation, la phase de communication à tes proches et autres, parce que leur soutien et leur compréhension te donnent de la force à 1000%, parce que du coup, souvent, tu as peur du jugement des autres, tu as peur de ce qu'ils vont penser. C'est souvent ça le plus gros stress, c'est qu'après, en fait, quand tu comprends que tout le monde est all good, et après, tu as plus toi à te mettre carré à ce niveau-là, et derrière, bah, tu t'envoles et tu retrouves l'énergie vers une nouvelle aventure. Et globalement, ça se passe plutôt bien, non? Enfin, Et, justement, on parlait de Kimono, qui est le résultat de toi, en fait, au final, de plein de choses, parce que tu complètement. disais que justement, les échecs, les erreurs, les leçons apprises au passé t'ont permis de lancer cette boîte de manière plus fluide, plus douce, sans faire forcément certaines erreurs. C'est quoi Kimono et c'est quoi ta vision pour cette boîte-là? Qui, je pense qu'aujourd'hui, dans ta tête, ça doit être aussi The boîte pour te donner cette capacité-là, justement, à la pousser vers l'avant. Carrément. Bah, Kimono, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, comme je disais, on a monté ça en mars 2017. On se positionne comme des culture designers. Donc, nous, notre métier, c'est de designer la culture des entreprises à travers des produits et des services personnalisés. Donc, en d'autres mots plus clairs, on a différents produits qui design cette culture. Premier métier sur lequel on a commencé, c'est faire des vêtements et des objets personnalisés. Donc, on habille la culture des entreprises. Deuxième métier qu'on a lancé, après, on habille les murs. Donc, on a une offre d'aménagement d'espace de bureau pour les entreprises, donc avec une casquette d'archi d'intérieur. On a une troisième offre de conseil en culture. On accompagne les dirigeants sur comment mesurer et transformer ta culture avec une méthode qu'on a créée. Et le quatrième métier qu'on a lancé, c'est une offre événementielle qui s'appelle Kimono Life, parce que sa culture, à un moment, il faut la faire vivre. On le sait d'autant plus post-Covid, et que du coup, tous les séminaires, les team building et les workshops sont des moments importants, et nous, on les organise. Donc, ces quatre métiers que tu peux te dire, ils sont différents, sauf qu'en fait, sous le chapeau de la culture, nous, ils sont liés, et un client, en fait, nous prend le package complet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
il y a un upsell et un cross-sell permanent entre les offres et qu'aujourd'hui, on marche ensemble et que c'est complètement… donc, on a vraiment cette casquette de culture designer, que demain, il y aura plein d'autres offres et d'autres métiers et qu'on est vraiment le partenaire clé de la culture des entreprises parce qu'on croit aujourd'hui que c'est un des éléments prioritaires pour réussir sa boîte, tant pour attirer des talents que les garder, que fédérer autour d'une même vision de valeurs communes, de créer des rituels, d'avoir une raison d'être, etc. Et donc, c'est la clé. Et souvent, les dirigeants, soit ne savent pas, soit ont besoin d'être aidés. C'est là où on intervient comme le soutien à ce niveau-là. Et voilà un peu ce qu'on fait. On est presque une cinquantaine, on est 45. On a plus de 6000 clients B2B, donc on est B2B. On bosse autant avec des grands groupes que des startups, que des chaînes d'hôtels et des restaurants, et même des personnes qui lancent leur marque, sur la partie textile en tout cas. Voilà, on a une très grosse croissance depuis le premier jour. On double ou triple tous les ans notre CA, y compris l'année 2020 qui a été une très bonne année pour nous, puisque le monde a compris que la culture était encore plus important et que quand tu te retrouves tout seul chez toi et que toute la boîte l'est aussi, le seul socle qui te rassemble, c'est ta culture. Est-ce qu'elle est forte ou pas? Est-ce qu'il y a un gros sentiment d'appartenance? Donc voilà, on va dire pour la présentation et pour la vision de Kimono. Aujourd'hui, on a validé le fait que, tu vois, au bout de, surtout cette année, on nous contacte vraiment pour nous dire bonjour, ma culture, j'arrive pas à la développer, j'ai besoin de tous vos services, les vêtements, les bureaux, le conseil, l'événementiel, etc. Et les 2 premières années de Kimono, on m'a toujours dit mais pourquoi tu te diversifies, pourquoi tu fais autre chose? Et en fait, ce que j'expliquais par ma vision, qui était la même depuis Day One, c'est qu'on n'est pas un fournisseur textile, on est un partenaire de ta culture et on est des culture designers. Donc, en fait, j'ai juste, dans ma gamme de produits, j'avais juste un produit, mais je développe une gamme de produits. Et du coup, cette année, ça nous prouve que ça marche et qu'en fait, on est sur un énorme marché et qu'on est les seuls à avoir ce lien et que ma meilleure réussite, ce serait d'avoir un concurrent qui nous copie, non pas sur une offre, mais copie l'ensemble, parce que ça veut dire soit on sera déjà très gros, soit ça veut dire qu'on est sur un très très gros marché. Donc la vision, c'est vraiment devenir le partenaire de la culture de toutes les entreprises du monde. On peut devenir un énorme groupe. Au début, j'avais l'ambition, tu vois, je parle souvent chiffre d'affaires parce que j'ai une casquette sales et que voilà, ça m'excite pas mal. Mais tu vois, nous, on va approcher les 10 millions de chiffre d'affaires cette année et faire une boîte qui fait 100 millions, c'est énorme. Tu vois, c'est pour moi un achievement de dingue. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, avec le potentiel qu'on a sur les prochaines années, on peut faire beaucoup plus. Et on peut créer vraiment en centaines de millions, si ce n'est milliards, si il se passe plein de choses. J'ai envie que Kimono devienne une boîte tech, même si on l'est pas officiellement aujourd'hui, mais on va créer beaucoup de produits tech dans les expériences de nos produits, de nos services. On a déjà, on va dire, on a une bonne équipe tech déjà qui nous développe énormément d'outils pour nous en interne, puisqu'on est dans des métiers quand même qui demandent de l'opérationnel. Et voilà, et en fait, je sais qu'on est qu'au début, qu'on a énormément d'idées, énormément de projets. Moi, j'ai trouvé ma boîte parce que c'est pour ça que je pense que c'est encore the boîte pour moi, parce que en fait, j'ai l'impression de monter une nouvelle boîte à chaque fois qu'on crée un nouveau métier et que du coup, Kimono me donne une raison pour faire plein de choses en fait. Et du coup, je reste épanoui, je reste excité, tout s'apporte, tout se muscle et ça fait un peu effet boule de neige. Et du coup, c'est génial. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est encore au tout début et j'ai l'impression d'être aussi excité que le premier jour. Donc, la route va être longue et j'ai hâte de voir la suite. Elle sera belle, mais justement, moi, je voyais ce. Ah, Elle je sera. t'entends plus. Je disais, la route, elle sera belle, justement, parce que quand je voyais ce nom-là, Culture Designer, je me suis interrogé sur plusieurs choses et en regardant, je voyais cet aspect-là de textile, cet aspect-là d'habiller aussi les murs d'une boîte parce que j'ai vu des posts passer dessus, mais j'avais pas aussi l'idée de la suite de conseils et de l'événementiel aussi par-dessus et ça marque une grande vision et c'est vrai que comme tu le dis, à chaque fois, c'est une nouvelle entreprise, limite, qui se crée avec son nouveau produit. À quel point, tu disais, parce que tu as cette cassette sales, à quel point c'est important quand on est CEO d'une boîte d'être aussi son meilleur commercial, entre guillemets. Ah, moi, je suis pas un tech, hein, peut-être un tech qui répondrait différemment.
Mon point de vue, c'est à quel point c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Je suis le premier vendeur de ma boîte. Là, tu vois, j'en parle sur ton podcast. Je vends en fait kimono. Mon image vend kimono. Et comme je représente la boîte, je pitch en permanence dans le cercle perso et pro sans même m'en rendre compte parce qu'en fait, malgré toi, si les gens t'aiment bien ou tu crées des relations amicales, bah, ils penseront à toi pour ton business aussi. Et donc, du coup, et donc ça, c'est pour la partie outcome, mais au début, j'ai dû connaître le produit par cœur, savoir le vendre, connaître comment on fait et être le meilleur vendeur pendant les débuts avant de former des gens et qu'ils soient meilleurs que toi. Mais pour moi, c'est la priorité et que le focus au début de lancer ton projet, c'est de réussir à vendre. Il faut que tu sois le meilleur commercial et que tu aies tout compris. Ce sera la meilleure manière de faire scaler ta boîte et la faire évoluer parce que si tu ne sais pas le vendre et que tu ne le comprends pas, bah, tu loupes quand même beaucoup d'étapes. Et on approche justement de la fin de cette discussion. Ce que je voulais parce que tu disais que tu faisais beaucoup de sport collectif au début. Alors j'aimerais savoir de c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris sur les parquets, entre guillemets, pour faire référence à cette partie de sport, et dans l'entrepreneuriat. Tu dis Plus grande le truc. leçon. Ouais. Hmm. Bah, le truc que j'ai le plus appris, bah, en vrai, c'est la détermination, hein. Et je dirais c'est la même dans les deux, hein. C'est que moi, j'étais au basket, un coach, tu sais, à une époque, quand tu es en Benjamin minime, donc c'est entre 10 et 15 ans, tu te fais marcher dessus, ton coach, t'éclate la figure, il te gueule dessus, tu t'es ultra investi dans ton truc, donc tu peux pleurer, tu peux rire, tu vis toutes les phases de l'entrepreneuriat. Mais moi, c'est la détermination, c'est que tout est possible, surtout dans le basket, tout est possible, tu peux tout remonter, tu peux y arriver, tu peux progresser, que le travail paye, que même si tu es face à la meilleure équipe, ton système et ton travail à entraînement avec des joueurs qui sont plus collectifs, ça fonctionne. Et que non, c'est la détermination. Et c'est pour ça que moi, je lâche rien, je lâche jamais rien. Et je vais au bout du truc et j'accepte pas, dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a une barrière ou quelque chose qui paraît pas possible ou impossible, bah, je peux pas l'accepter. Donc, je pars du principe que ça va être possible. Et donc, du coup, c'est vraiment détermination. Je pense que c'est l'élément qui m'a forgé le plus dans le sport et dans l'entrepreneuriat. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Tu sais, chez Kimono, j'en ai porté euh, des cartons, des machins, tu as des trucs parfois, même si on vend, on n'a pas de stock, on a de la logistique, on a des choses, on a des OP, et tu mets les mains au cambouis. Et aujourd'hui, je dis pas, ouais, vas-y, on va payer des intérimaires pour faire notre travail. On le fait, on porte et on se salit, entre guillemets, on se fait mal au dos, et tant pis, et on est déterminé pour réussir parce qu'on sait pourquoi on le fait. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. C'était très, très enrichissant et je t'envoie plein de bonnes ondes pour ton projet et les autres que tu pourrais lancer à l'avenir. Et je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, très belle conclusion. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à échanger. Ce que je dis souvent, c'est que un échange, certes, c'est pour une audience que j'espère, ça peut aider à inspirer, à apprendre, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'apprends sur des questions qu'on me pose toujours de manière différente. Donc, ça, c'est pas des questions que mes collègues vont me poser, tu vois. Donc, ça m'inspire aussi, ça me fait tilter certaines choses. Donc, en fait, ça me fait travailler aussi et j'aime beaucoup. Donc, merci pour ça et c'est pour ça que j'accepte très souvent, même si les heures et le temps est compté. Euh, non, écoute, le mot de la fin, si vous avez un projet, soyez déterminé, lancez-vous, ayez une vision. C'est pas grave si vous allez pas au bout. Le principal, c'est d'avoir essayé, d'avoir pris du plaisir. Et ce qu'on dit souvent, c'est peu importe le résultat, c'est le chemin qui est le plus important. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de stress, il n'y a pas de but à avoir. Et moi, j'ai compris ça depuis quelques années où je ne cours pas derrière quelque chose,
je suis ambitieux, donc j'ai envie de faire quelque chose de bien, mais je fais en sorte d'avoir un équilibre qui me convient à l'instant T. Et tout le monde le connaît, que le moment présent est important, mais honnêtement, dans l'entrepreneuriat, on peut vite l'oublier. Et c'est la base, en fait. Et ça n'empêche que tu peux avoir la vision, l'ambition, mais ne sacrifie pas trop de choses pour quelque chose de plus tard qui n'arrivera pas spécialement, puisque ça ne se passe jamais comme prévu. Mais si tu as pris du plaisir, bah, tu pourras regarder en arrière et tu le seras fier, et c'est ce qui compte. Kiffer le process. Exact. Enjoy the process. Merci.